Gaius le Sage est un sorcier légendaire le plus puissant du monde. Dans cet univers fantastique, tous les mages naissent avec des emblèmes qui déterminent leur capacité magique. Gaius a atteint le niveau maximal de son emblème de création, devenant le plus grand sage. Mais il reste insatisfait car il pourrait être encore plus fort avec le 4e emblème, celui du combat rapproché. Comme on ne peut changer d'emblème, Gaius décide de se réincarner avec le 4e des milliers d'années plus tard. Notre histoire commence avec lui à 12 ans en route pour la capitale afin de s'inscrire à la 2e académie. Il admire l'immensité et la beauté de la capitale quand il entend une fille, Alma, crier sur un forgeron dans une armurerie. Il entre pour mieux écouter, tel un petit curieux, et apprend que l'épée magique de l'ami d'Alma s'est brisée en la protégeant d'un monstre. Elle se sent très coupable et doit la faire réparer pour son ami, car l'examen d'entrée de la 2e académie est le lendemain. Mais le forgeron ne sait pas enchanter une épée, alors il refuse et lui conseille de trouver quelqu'un d'autre. Sentant son désespoir, Mathias s'immisce et affirme pouvoir s'occuper de l'enchantement si le forgeron fabrique l'épée. Le forgeron a du mal à croire qu'une personne avec le 4e emblème puisse réussir un tel exploit. Voyez-vous, depuis l'époque de Gaius, il y a des milliers d'années, jusqu'à l'ère actuelle, le puissant emblème du combat rapproché est étrangement devenu le plus faible et est maintenant plus connu sous le nom d'emblème de l'échec. Quelle ironie! Alma, cependant, a un bon pressentiment concernant Mathias et lui donne la Magistone à infuser dans l'épée. Pendant qu'ils attendent que le forgeron forge l'épée, son ami entre dans la boutique. Mathias et l'ami ont immédiatement le coup de foudre l'un pour l'autre. Rougissante, elle se présente comme Luria Bandroth. Peu après, le forgeron termine l'épée. Mathias la pose sur la table devant eux et prend la Magistone. D'un simple toucher, il enchante l'épée avec une fortitude améliorée et une capacité à fendre l'acier, la rendant robuste et assez légère pour que Luri l'utilise facilement au combat. Tous sont stupéfaits de la rapidité de l'enchantement, surtout sans incantation. Luri décide de la tester avec quelques mouvements d'entraînement, mais elle finit par trancher la table en deux d'un simple effleurement de la pointe de l'épée. On dirait que l'enchantement a bien fonctionné. Le lendemain, Mathias retrouve Luri et Alma pour l'examen pratique d'entrée à la 2e académie. Luri réussit haut la main la partie escrime de l'examen grâce à sa nouvelle épée. Après avoir appris que Mathias l'avait enchanté, le capitaine de l'ordre des chevaliers, Gilles, décide de lui faire passer son propre examen. S'il parvient à bien gérer les attaques de Gilles, le capitaine garantira son admission quels que soient ses autres résultats. Mathias relève le défi avec joie et désarme Gilles en un instant. Abasourdi, le capitaine se rend. Ensuite, c'est l'examen de lancement de sorts où chaque candidat doit toucher 5 cibles avec 5 flèches, un type de magie enchantée. La magie enchantée est une méthode que tout le monde peut utiliser pour lancer des sorts en récitant des mots spécifiques. Objectivement, c'est une méthode inférieure car elle rend le lanceur vulnérable aux attaques en plein champ et a un faible taux de conversion de l'énergie du lanceur en puissance du sort. Cependant, pour des raisons que Mathias ne comprend pas, la magie enchantée est considérée comme la magie idéale pour le combat et l'emblème de création, très compatible avec elle, est aussi connu comme l'emblème de gloire à cette époque. À son tour, Mathias décide d'employer une autre stratégie. Son emblème de combat rapproché, désormais appelé emblème de l'échec, est idéal pour les sorts sans parole, mais avec une portée très limitée. Mathias lance un sort silencieux qui touche les 5 cibles d'un coup, mais endommage aussi une bonne partie du terrain de l'école, faute de précision. Oups! Tout le monde observe avec admiration, témoin pour la première fois de la puissance des incantations silencieuses. Bref, tous les 3 réussissent l'examen d'entrée et deviennent camarades de classe. Le lendemain, ils assistent à la cérémonie d'ouverture où le directeur de la 2e académie, Édouard, prononce un très court discours pour encourager les élèves, puis désigne Mathias dans l'assistance pour lui demander de passer à son bureau. 1000 pensées se bousculent dans la tête de Mathias qui se prépare au pire. À sa grande surprise, le directeur le félicite pour ses prodigieuses compétences en escrime et en sort silencieux. Il confirme les soupçons de Mathias, la magie sans parole est un art perdu et la première académie royale l'a systématiquement éliminé de tout. Le directeur Édouard, qui souhaite la faire revivre, demande à Mathias d'enseigner aux élèves le lancement de sorts silencieux à temps pour la compétition inter-école afin qu'ils puissent prouver la puissance de ces techniques. Mathias démontre ses capacités, puis commence à enseigner les bases aux élèves. Assez vite, la plupart d'entre eux prennent le coup. Le jour de la compétition inter-école arrive 1 mois plus tard. Mathias sent la présence de quelqu'un avec 10 fois plus de pouvoir magique que lui, l'équivalent d'un démon. Il entre dans l'arène et voit 3 adversaires de la première académie. Il reconnaît immédiatement que celui du milieu est en fait un démon déguisé et la source du pouvoir magique qu'il a senti plus tôt. Le démon a même un faux emblème pour paraître humain. Le package complet quoi. Les 2 combattants sur les côtés attaquent en premier, mais leurs incantations sont trop lentes et Mathias les neutralise d'un sort silencieux.
Seul l'étudiant démon reste debout, si surpris qu'il active un sort avant de faire semblant de chanter l'incantation. Le public le remarque et se demande ce qui se passe. Mathias frappe le démon avec son épée, le forçant à s'envoler et à riposter avec de la magie silencieuse. Il touche le démon avec son épée tout en lançant des sorts de brisure pour révéler sa véritable apparence. Ainsi, Mathias révèle comment les démons ont infiltré la première académie il y a des milliers d'années et ont systématiquement dénoncé le puissant emblème du combat rapproché au fil du temps afin que les humains, leurs ennemis éternels, deviennent dépendants de la forme plus faible de la magie enchantée. Alors que les étudiants tentent d'évacuer, le démon essaie de fuir en s'envolant, mais Mathias lui coupe une aile avant qu'il ne prenne son envol et le vainque. Mathias est invité au palais du roi avec le directeur Edgeworth pour être récompensé de son incroyable exploit d'avoir vaincu un démon. Mathias demande le droit d'utiliser toutes les ressources trouvées dans les donjons du royaume. À l'époque de Gaius, les donjons étaient le bien le plus précieux d'un royaume s'ils contenaient de précieux minerais magiques et des artefacts de monstres. Cependant, comme la connaissance magique est désormais en déclin, personne ne connaît leur véritable valeur. Le roi lui accorde l'accès, puis lui demande son avis sur la disparition soudaine des élus du royaume, un titre donné au mage exceptionnellement puissant. Mathias en déduit qu'ils étaient tous des démons déguisés et qu'ils ont choisi de fuir une fois l'étudiant de la première académie démasqué. Leur couverture étant grillée, Mathias pense qu'ils se préparent à une attaque massive sur le royaume et sont sur le point de prendre le contrôle. Il estime qu'ils ont environ 3 mois avant cette attaque. Le roi s'inquiète, mais Mathias l'assure que tout ce qu'il faut, c'est une barrière magique pour protéger la ville, qui peut être construite en 1 mois grâce aux efforts unis des étudiants de la deuxième académie. Il recommande aussi qu'on leur enseigne la magie sans parole. Sa Majesté approuve ses idées et le nomme chef du royaume pour la lutte contre les démons. Plus tard, Mathias se rend au trésor pour chercher des artefacts magiques de niveau divin nécessaires à la préparation de la barrière. Une épée particulière pique son intérêt et en analysant les motifs magiques enchantés dessus, il la reconnaît comme l'une des épées magiques qu'il a fabriquées dans sa vie antérieure. Il la prend, ainsi qu'un pendentif bleu qu'il a créé auparavant, qui a la capacité d'augmenter les gains de points d'expérience. Après avoir fouillé tout le trésor, il a encore besoin d'objets et décide d'aller les chercher dans les donjons. À l'école, il invite Alma et Luri à l'accompagner en groupe. Cependant, elles hésitent, pensant qu'elle le ralentirait. Alma dit qu'elle a toujours été douée en tir à l'arc, mais qu'on lui a dit d'abandonner car ça ne s'accordait pas bien avec la magie enchantée. Par contre, elle est nulle à l'épée. Mathias a une solution simple. Il prend un arc et enchante une flèche avec une magie silencieuse, faisant exploser la cible qu'il touche. Le tir à l'arc peut être une compétence de combat précieuse. De plus, Alma possède l'emblème de tir rapide, ce qui la rendra naturellement très compatible avec le tir à l'arc magique. Il rassure aussi une Luri excitée en lui disant qu'il l'aidera à s'améliorer en enchantement pour tirer parti de son emblème de création, l'emblème qu'il avait dans sa vie antérieure et qu'il a choisi d'abandonner en se réincarnant. Maintenant motivées, les filles acceptent de rejoindre son groupe. Le trio entre dans le donjon où Mathias utilise le premier étage pour entraîner Alma et Luri. Les monstres diffèrent d'un étage à l'autre, mais le premier étage abrite généralement des types non menaçants. Il trouve un petit monstre ressemblant à un crabe et le pose sur un tas de rochers comme cible pour qu'Alma pratique le tir à l'arc magique. Elle enchante la flèche avec succès et touche le monstre du premier coup. Ensuite, il lui demande de tenir la flèche plus longtemps avant de la relâcher et de se concentrer sur sa trajectoire. Elle suit ses instructions et la relâche, après quoi elle aperçoit un autre monstre au sol. Cela fait changer la trajectoire de la flèche en plein vol et elle touche le monstre. Mathias explique que c'est le moteur guidé par fil et qu'Alma devrait s'entraîner jusqu'à pouvoir toucher plusieurs monstres avec une seule flèche. Excitée à l'idée de maîtriser sa nouvelle technique, elle part explorer seule le premier étage du donjon et récupérer des pierres magiques sur les monstres qu'elle tue pour aider à construire la barrière. Une fois qu'elle était partie, Mathias commence ses leçons d'enchantement pour Luri. Le premier apprentissage essentiel pour un enchanteur est de savoir fabriquer une arme. Mathias désintègre l'un des murs d'apparence banale du donjon, expliquant qu'ils sont tous une riche source de minerais. Il lui apprend à extraire les minerais de la matière brute et à les purifier en métaux et minéraux purs. Elle extrait elle-même avec succès du mithril et du fer pur de la matière brute. Au moment où Alma revient avec un tas de magistone, Luri connaît déjà les bases de la fabrication et de l'enchantement d'épées. Content de leur progrès, Mathias décide qu'ils devraient aller au 10e étage pour tester tout ce qu'ils ont appris. Alma et Luri traversent les monstres sans difficulté en travaillant ensemble. Alma attaque la plupart des monstres et Luri apporte son soutien en lui fabriquant des flèches. Cependant, le vrai test commence lorsqu'un féroce chien tueur arrive. Alma le manque les premières 2 fois et le monstre est sur le point de lui sauter dessus, mais Luri la sauve en lançant un mur de feu entre eux. Alma reprend son calme et le touche au pied puis au cou, le tuant. Mathias les félicite pour leur progrès rapide et leur bon travail d'équipe, puis leur construit une zone sûre pour se reposer. Pendant ce temps, il ira au 25e étage pour récupérer le minerai d'adamantite nécessaire à la barrière.
En entendant cela, Alma est incrédule car le plus loin que quiconque ait jamais été est le 23e étage, atteint par un groupe de 30 hommes mené par Gaius, le dieu de la magie. Mathias est confus par cette personne portant le nom de Gaius, mais met ça sur le compte de la coïncidence. Il descend aux étages inférieurs jusqu'à trouver des roches contenant de l'adamantite. Il détecte soudain la présence d'un monstre puissant et devine que ce doit être le boss de l'étage. Considérant cela comme son premier test avec l'emblème du combat rapproché, il charge vers Laura. Il dégage le chemin de toute obstruction pour que le monstre vienne à lui, celui-ci le sent venir par derrière et l'esquive de justesse. Le monstre est un serpent arche, une créature agressive avec de puissantes charges et une morsure venimeuse capable même de corroder la roche. Il l'affronte de front mais son épée ne fait qu'à peine une égratignure sur ses écailles coriaces. Finalement, il écrase une magistone pour libérer un nuage d'énergie magique qu'il rassemble dans sa lame pour produire un coup puissant qui anéantit le serpent. Le monstre mort en poche, le groupe quitte le donjon et se rend à l'une des guildes de la ville pour vendre la tête du monstre et la magistone. Même si la magistone du monstre est plus grande que toutes celles que la ville a vues, elle n'est pas assez grande pour la barrière de Mathias. La guilde leur donne une belle fortune de 750 pièces d'or pour les marchandises que Mathias partage équitablement entre les trois. En discutant et en se promenant en ville, il sent deux démons se diriger vers l'académie. L'un des démons est relativement faible, tandis que l'autre est plus fort que celui qu'il a affronté lors de la compétition interlycée. Il prévoit d'intercepter les démons avant qu'ils n'atteignent l'académie, Mathias affrontant le plus fort pendant que les deux filles s'occupent d'un feu du plus faible. Mathias attaque le premier, mais ça ne marche pas car il n'a pas assez de magie pour les vaincre. Alors, il utilise plutôt le sort du démon en prenant le contrôle. Il attire les démons vers le bas jusqu'à ce qu'ils soient assez proches pour qu'Alma puisse toucher le démon le plus faible. Elle utilise des flèches enchantées qui le ralentissent. Agacé, le démon le plus faible se sépare de l'autre et détourne son attention vers les deux autres. Le démon le plus fort lance un sort à large portée impossible à esquiver. Cependant, Mathias le brise en lançant un sort sur son point faible. Le démon est stupéfait, c'est la première fois de sa vie qu'un humain déjoue cette attaque. Mathias utilise son immense expérience de combat de sa vie antérieure pour frapper le démon avec son épée. Le démon décide de battre en retraite pour l'instant, mais Mathias lui lance une orbe d'occlusion qui retourne l'énergie magique d'un autre contre lui, rendant le démon incapable d'agir. En dernier recours, il tente de lancer un sort exclusif au démon qui sacrifie sa vie pour invoquer une horde de monstres, mais Mathias s'y attend et l'arrête. Sans autre option, le démon accepte sa défaite. Pendant ce temps, Alma et Lurie ont gagné du temps en frappant continuellement le démon le plus faible avec des flèches et en utilisant son temps de récupération pour reculer. Une fois que Mathias a fini de se débarrasser de son démon, il va les aider. Après que le démon ait vu son complice plus fort vaincu, il prend la sage décision de s'enfuir. Comme Mathias ne peut pas le rejoindre en vol, Alma tire une flèche qui tranche l'une de ses ailes, le faisant perdre de l'altitude. Mathias tranche l'autre aile, forçant le démon à tomber au sol. Le lendemain, le roi les invite tous les trois au palais pour les féliciter et exaucer leurs vœux en récompense de leur acte de bravoure. Mathias demande encore plus de donjons tandis qu'Alma et Luria acceptent des récompenses en argent et tarandou. Pendant que le roi divague sur des futilités, Mathias se lève et exige que l'imposteur dans la salle d'audience se révèle. Quand personne n'apparaît, il lance un sort sur une tache au plafond et un cri est entendu que le roi reconnaît comme celui d'Elhart, un ancien élu. Il explique que les démons y ont installé un sort d'interface magique, leur permettant d'espionner la salle d'audience à longue portée. Il est même capable de localiser les coordonnées de leur cachette, qui s'avère être dans un village que les démons ont détruit des années auparavant. Malheureusement, le village est trop loin pour qu'il fasse le voyage en un temps raisonnable, et Mathias n'est pas encore assez fort pour bien utiliser la magie de téléportation. Il pense à une autre méthode pour y arriver, mais la garde secrète pour Alma et Lurie qu'il traîne jusqu'aux montagnes. Elles sont pétrifiées de voir un dragon vivant qui respire, mais Mathias a l'intention de l'utiliser comme moyen de transport. Il leur dit de reculer pendant qu'il négocie avec elles. Ce dragon est Iris, le dragon le plus sombre, un dragon qu'il avait combattu dans sa vie antérieure, mais avec qui il était devenu allié après sa reddition. Iris ne le reconnaît pas au début et lui ordonne de quitter son domaine, où elle le réduira en cendres. Il continue de marcher vers elle, alors elle lance un sort de souffle de dragon. Mathias le dissout en frappant son point faible et révèle qu'il est la résurrection de Gaius en langage draconique. Une fois qu'elle réalise que c'est lui, elle s'excuse immédiatement et implore sa pitié. Il l'assure qu'il est seulement là pour demander son aide, mais Iris dit qu'elle ne peut plus voler à cause de ses ailes en lambeaux. Elle explique qu'après la disparition de Gaius, l'un des réacteurs magiques géants d'un royaume humain a explosé, entraînant d'autres explosions de réacteurs, ramenant les humains à l'âge de pierre. Cela explique pourquoi les humains ont perdu tout leur progrès en magie. Mathias utilise la magie d'enchantement pour réparer ses ailes suffisamment pour le travail, mais ce n'est pas parfait car l'emblème de création est idéal pour les enchantements. Après cela, ils passent au langage humain pour qu'Alma et Lurie comprennent. Ravi, Iris prend son premier vol en 5000 ans pour emmener le groupe à destination.
Assez vite, ils atteignent le village et Mathias trouve la maison où Elhart se cache. Personne n'est visible dans la maison quand ils entrent, car Elhart utilise un sort de consommation pour se rendre invisible. Cependant, il trouve sa position en détectant son énergie magique et Mathias annule son sort de consommation. Elhart passe à l'attaque, mais Mathias continue d'esquiver ses mouvements tandis qu'Alma lui lance des flèches sans relâche. Elhart considère les flèches comme une simple nuisance jusqu'à ce qu'il remarque que ses mouvements deviennent de plus en plus lents. Il s'avère que les flèches qu'Alma utilisait étaient enchantées par Luri avec de la magitoxine qui épuise l'énergie magique d'un démon. Furieux qu'un groupe de minuscules humains le batte, il utilise Atrocifie, un sort démoniaque qui augmente considérablement sa force mais lui coûtera la vie une fois toute sa magie épuisée. Mathias utilise un sort d'illusion pour tromper le démon, le faisant attaquer une projection d'Alma et Luri, lui administrant une énorme dose de magitoxine sous forme de brume. Alma tire une dernière flèche à la tête et Elhart est vaincu. Après cela, il dit à Alma et Luri de l'attendre dans le ciel avec Iris, pendant qu'il combat un adversaire bien plus fort. Une fois à distance de sécurité, il écrase 3 Magistones pour libérer leur énergie, forçant le démon de brume qu'il avait senti plus tôt à se matérialiser. Ils commencent à se battre et le démon coupe le bras de Mathias. Cependant, c'était le plan de Mathias depuis le début. Il avait lancé un sort de restauration et d'analyse sur son bras avant le combat. Cela lui permet de rattacher son bras et d'obtenir des informations sur la magie du démon. Cela lui permet d'esquiver tous ses mouvements et de se rapprocher du démon, à quel point il entaille la main du démon avec son épée. Se sentant menacé, le démon lance un sort similaire à Atrocifie, mais qui ne le tuera pas après. Ayant déjà analysé sa magie, Mathias la neutralise facilement, ainsi que tous ses autres sorts. La coupure que Mathias a faite sur la main du démon est également enchantée, et elle commence à absorber toute l'énergie magique autour d'eux. Il écrase une Magistone provoquant une ruée de toute son énergie magique dans le corps du démon, ce qui entraîne une explosion. L'explosion révèle un pilier de veine draconique, une puissante source d'énergie que les démons cachaient intentionnellement dans le village abandonné. Mathias suppose qu'il prévoyait de l'utiliser pour déchaîner une horde de milliers de monstres sur la capitale, mais l'explosion a heureusement dévié sa cible à plusieurs kilomètres de la ville, leur donnant le temps de revenir et de se préparer à l'attaque. Le groupe retourne à l'académie avec Iris sous forme humaine afin que Mathias puisse demander qu'elle devienne étudiante. Le directeur accepte de la laisser rejoindre à condition qu'elle réussisse l'examen d'entrée avec un score de 47 sur 50. Pas encore habituée aux normes sociales humaines, elle échoue avec panache à l'examen écrit. Lors de l'épreuve pratique d'escrime, elle affronte Gil le chevalier, toujours un peu gauche dans son nouveau corps, elle laisse tomber son épée et en voulant la ramasser se fait attaquer par Gil. Elle arrête son coup d'un revers de main, saisissant l'épée à main nue, puis d'un mouvement ample, elle balance la sienne comme une batte de baseball, projetant Gil en orbite, droit sur le toit d'un bâtiment. L'épreuve pratique de magie suit, où elle doit atteindre les 5 cibles. Iris concentre son sort, que Mathias, prévoyant une puissance démesurée, anticipe en érigeant une barrière protectrice. Quand elle le libère enfin, c'est tout le terrain de l'école qui est purement et simplement oblitéré, cible comprise. Une mission brillamment ratée. Le directeur n'a d'autre choix que d'accepter une étudiante dotée d'une magie d'un niveau de calamité absolument sidérant. La seconde académie prend du retard dans la collecte des minerais pour la barrière, car la plupart des étudiants spécialisés en enchantement du blason de la création sont inscrits à la première académie royale. Les deux académies partagent une longue histoire d'animosité, rendant quasi impossible de solliciter l'aide de l'arrogant directeur de la première académie. Comme on pouvait s'y attendre, ce dernier refuse de reconnaître la preuve de force de la seconde académie lors de la compétition interlycée, les jugeant bien trop insignifiants pour leur apporter la moindre aide. Mathias propose d'organiser une nouvelle compétition où chaque camp enverrait autant de participants qu'il le désire, le perdant devant s'exécuter à la moindre demande du vainqueur. Le directeur de la première académie accepte, mais à la seule condition que Mathias reste en dehors de tout ça. Il accepte donc ces conditions. Le jour de la compétition, la première académie met le paquet, déployant un large contingent de ses meilleurs étudiants, porteurs du blason de la création, tandis que la seconde académie n'envoie que 5 élèves et aucun d'entre eux ne porte ce fameux blason. S'attendant à une victoire des plus faciles, l'arrogant directeur leur donne le signal de départ. Tous les étudiants de la première académie commencent alors à incanter un sort, mais leur chant est si interminable que les 5 élèves de la seconde leur bottent facilement les fesses grâce à leur magie sans parole. Le roi, qui observait secrètement la scène depuis les hauteurs, tense sévèrement la première académie pour trahison, car elle persiste à faire pratiquer la magie incantatoire à ses étudiants, malgré son ordre formel de passer à la magie sans parole. Une fois le directeur écarté, le roi ordonne aux étudiants de la première académie d'apporter leur aide à la seconde et de se former à la magie sans parole. La transition s'opère sans le moindre accroc, les étudiants de la première académie coopérant même avec enthousiasme. Ah, on dirait bien qu'ils n'étaient pas les seuls à ne pas apprécier leur directeur. Pendant que les étudiants minent et collectent du mithril dans les donjons, Mathias emmène son groupe et Iris plus profondément à la recherche d'un monstre capable de leur fournir une magistone de 60 cm de diamètre pour le noyau de la barrière. Ils profitent également de cette expédition pour vérifier si Iris peut s'adapter à son nouveau corps et s'intégrer harmonieusement à leur groupe. Ils décident d'invoquer une bête puissante en utilisant une magistone. Il demande à Iris d'infuser lentement de la magie dans les pierres, mais la notion de lentement d'Iris est, disons, très personnelle et elle finit par invoquer un dragon bien plus puissant que Mathias ne l'avait imaginé.
Iris distrait le dragon en l'insultant copieusement en langue draconique et en lui assénant quelques coups de poing bien placés. Pendant ce temps, Mathias déploie discrètement plusieurs cercles de lancement autour de la bête. Une fois prêt, il intime à Iris de provoquer le dragon pour qu'il utilise son souffle draconique. Ces provocations portent leurs fruits et le dragon crache son souffle ardent, tandis qu'Iris tente de s'échapper à toute vitesse. Mathias active alors les cercles de lancement qui génèrent un sort d'une puissance phénoménale, inversant la direction du souffle draconique pour l'infliger au dragon lui-même. Le souffle frappe de plein fouet le dragon, le réduisant instantanément en cendres fumantes. Iris leur rapporte ensuite la gigantesque Magistone. Désormais certain qu'elle représente un atout de taille, Mathias l'invite officiellement à rejoindre leur groupe d'aventuriers. Il l'entraîne à maîtriser son corps humain en lui faisant pratiquer des manœuvres agiles sur un terrain accidenté tout en protégeant une carapace des flèches d'Alma. Il s'arrange aussi pour que Lurie monte plusieurs sorts dans une seule arme, elle en fabrique de nouveaux équipements membres du groupe. Dans les armes sont si puissantes qu'elles peuvent pulvériser la roche la plus digne de ce nom. Tout semble se dérouler exactement comme Mathias l'avait prévu. Son groupe progresse à pas de géant, de plus en plus de personnes adoptent la magie sans parole et la barrière sera bientôt érigée pour protéger le royaume des démons. Une fois toutes ces tâches accomplies, il compte bien quitter la ville pour poursuivre ses propres desseins. Le jour tant attendu de la construction de la barrière arrive enfin. Mathias détecte une imposante présence magique au-dessus de la seconde académie et comprend que les démons comptent attaquer l'établissement via une technique de téléportation nommée Magirode, avant même que la barrière ne soit achevée. Cependant, ses mains étant entièrement occupées à lancer le sort de la barrière, il demande à Alma et Lurie de lui faire gagner un temps précieux. Comme il l'avait anticipé, un démon surgit du portail et attaque tous les étudiants avec un puissant sort de feu. Les étudiants érigent un bouclier magique pour se défendre, tandis que Lurie tente désespérément de conjurer un cercle de lancement. Toutes ces tentatives échouent, jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus qu'une seule Magistone. Mais voir tous ses camarades se démener pour la protéger, le temps qu'elle achève son enchantement la remplit d'une motivation nouvelle, et elle parvient enfin à créer la flèche magique tant désirée. Alma tire la flèche sur le démon, le transperçant de part en part. Profitant de son moment de faiblesse, les étudiants unissent leurs forces pour le vaincre. Cependant, de plus en plus de démons commencent à déferler du portail. La situation semble désespérée pour les humains, mais Mathias fait son entrée en scène, l'air de rien, après avoir achevé les préparatifs de la barrière. Il défait à lui seul tous les démons, sous les acclamations enthousiastes de tous les étudiants. Une fois les créatures démoniaques maîtrisées, Mathias active la barrière en plaçant la toute dernière Magistone. Un magnifique dôme iridescent enveloppe alors le royaume, protégeant ainsi ses habitants de tout danger. Cependant, leur tâche n'est pas encore tout à fait achevée. Vous vous souvenez du pilier de la veine draconique ? Eh bien, les monstres qu'il a invoqués sont enfin arrivés aux abords du royaume, et les étudiants doivent absolument s'en débarrasser avant qu'ils n'attaquent les villages environnants. Les étudiants se chargent de la première vague de démons, mais c'est le groupe de Mathias qui intervient pour anéantir la seconde vague, composée de démons bien plus puissants. Le défi ultime est l'oreille du vide, un monstre particulier qui grandit en dévorant d'autres créatures. Ce n'est d'ailleurs guère un défi pour Mathias, qui étant clairement surpuissant, lui donne en fait des pierres de Magus pour le faire grossir encore davantage, afin d'en tirer de meilleures ressources une fois abattu. Et comme prévu, Mathias l'élimine en quelques coups de son épée enchantée, lui tranchant la tête sans effort. Maintenant que Mathias a réglé toutes les menaces immédiates pesant sur le royaume, il souhaite quitter l'académie pour partir à la recherche d'autres piliers de la veine draconique. Le directeur lui propose de le maintenir dans les registres en tant qu'étudiant boursier spécial, afin qu'il puisse bénéficier de l'aide de l'école s'il venait à rencontrer des difficultés. Il étend également cette bourse aux membres du groupe de Mathias, au cas où ils décideraient de le suivre dans ses aventures. Les étudiants leur font leurs adieux, et les 4 compagnons prennent congé de l'académie. Mathias et son groupe partent donc à l'aventure, et les filles sont follement excitées à l'idée de quitter la capitale pour la toute première fois. Leur première destination est la cité-donjon de Melkiu, une ville littéralement bâtie au-dessus d'un donjon. Mathias est sidéré d'apprendre qu'une cité ait pu s'établir ainsi, car c'était absolument impensable à son époque, et il émet de sérieuses réserves quant à sa sécurité. Lurie et Alma affirment que le trajet jusqu'à la cité des aventuriers leur prendra plusieurs jours, mais Mathias et Iris rétorquent que ce n'est pas si loin s'ils traversent la forêt. Lurie, visiblement nerveuse, lui explique alors que cette forêt est un véritable repère de monstres, où l'on trouve des créatures puissantes et particulièrement intelligentes. Loin de le dissuader, cette information ne fait qu'attiser la curiosité de Mathias, qui souhaite plus que jamais traverser cette forêt. Il s'engage dans la forêt lugubre et, étonnamment, aucun monstre ne se manifeste autour d'eux. L'équipe décide de faire une pause déjeuner, mais Mathias suggère d'en profiter pour déguster de la viande fraîche et part aussitôt à la chasse aux monstres. Éloigné des filles, il perçoit que la forêt grouille de monstres, mais ceux-ci se déplacent de manière étrangement ordonnée, presque comme s'ils obéissaient à un commandement. Mathias comprend alors que le monstre intelligent est derrière tout ça, et il prédit qu'il sera sa prochaine cible. Un monstre géant, un Big Moon, l'attaque, Mathias l'abat sans difficulté et le ramène aux filles. Celles-ci sont effrayées par la créature, mais Mathias leur assure qu'elle n'était ni assez forte, ni assez intelligente pour lui poser le moindre problème. Il sort alors de sa dimension de stockage un sanglier géant qu'il a chassé, déclarant que ce serait leur dîner. Lurie utilise ses capacités pour affiner le fer du sol et en faire une pointe. Alma part chercher des herbes pour l'assaisonnement, tandis qu'Iris s'occupe de couper le bois de chauffage.
Alma s'y prend comme un manche en cuisinant et provoque une petite explosion en manipulant les herbes, puis elle concocte une soupe digne des égouts que même Iris ne parvient pas à digérer. Heureusement, la viande de sanglier est délicieuse. Et après s'être bien rempli l'estomac, le groupe se met en route vers la cité de Melkia, aucun monstre ne les approchant, leur chef ayant déjà été vaincu. Ils atteignent la cité donjon après le coucher du soleil et la trouvent lugubre et presque déserte à leur arrivée. Un lampadaire magique tout proche s'illumine, mais il dégage d'étranges signatures magiques. Mathias réalise qu'il est alimenté directement par la veine draconique au lieu d'une Magistone classique et que ce n'est pas vraiment à la pointe de la technologie pour ne pas dire archaïque. Un vendeur de fruits les avertit de rester à distance car ces lampadaires ont la fâcheuse habitude d'exploser fréquemment, causant plusieurs décès en ville. Et comme de bien entendu le lampadaire éclate soudainement sous leurs yeux, Mathias et ses amis échappant de justesse à la déflagration. Lurie s'emporte contre le vendeur de fruits, lui reprochant d'avoir créé un tel système aux défauts si mortels, mais il lui intime de se calmer car tout cela a été fait sur ordre du Seigneur. L'homme explique qu'ils utilisaient des Magistones auparavant, mais le Seigneur actuel en a interdit l'usage en ville car elles constituent son produit d'exportation le plus précieux. Mathias demande au vendeur si le Seigneur est d'une manière ou d'une autre responsable de l'état lamentable de la ville. Il apprend alors que ce dernier a envoyé la plupart des aventuriers au 10e étage du donjon pour y affronter un monstre redoutable, ce qui explique pourquoi la cité semble si désertée. Mathias déclare que le Seigneur a tout l'air d'un parfait imbécile incompétent et que ses décisions nuisent gravement à la ville. Il décide que leur première action sera de se rendre à la guilde lorsqu'il aperçoit un avis stipulant que toute personne souhaitant accéder au donjon doit posséder un permis. Cependant, lorsqu'ils arrivent à la guilde et demandent des permis pour entrer dans le donjon, la réceptionniste les en dissuade fortement, expliquant que ces permis sont accordés par le Seigneur en personne. Tous ceux qui en possèdent deviennent, en substance, les toutous du Seigneur, contraints d'exécuter les missions les plus absurdes qu'il leur confie, à sa guise. Elle explique que les missions sont fréquemment dangereuses et téméraires, et qu'il y a systématiquement des pertes. Mathias et son groupe restent imperturbables, et malgré l'avertissement de la réceptionniste et le regard méprisant des hommes blessés, ils insistent pour obtenir ces permis. Avant même qu'ils ne puissent entamer le processus de demande, une femme entre frénétiquement dans la guilde, demandant s'il y a quelqu'un capable d'utiliser la magie de guérison, car un nombre considérable d'aventuriers sont revenus gravement blessés. Mathias se porte volontaire sans la moindre hésitation. Il se rend à l'infirmerie et constate qu'un grand nombre de blessés sont dans un état critique, sans aucune infrastructure ni guérisseur pour les assister. Mathias est furieux et demande pourquoi une cité d'aventuriers n'a pas de guérisseur. Il apprend alors que la plupart d'entre eux ont été chassés par le Seigneur actuel, qui les considère comme un gaspillage d'argent. Mathias est bien décidé à sauver toutes les personnes présentes. Il analyse minutieusement les énergies magiques de chacun pour déterminer la gravité de leurs blessures et place des tablettes numérotées, classées par ordre de sévérité. Il prévoit de les soigner par ordre décroissant de gravité avec l'aide précieuse de son groupe. Cependant, les médecins tentent de le renvoyer, arguant qu'ils ne peuvent se permettre de risquer de perdre davantage d'aventuriers aux mains d'un simple gamin affublé d'un blason d'échecs. Mathias prouve alors son incroyable compétence en guérissant l'aventurier le plus gravement blessé. Cela leur cloue le bec illico et Mathias leur demande de collaborer avec lui pour sauver tous les aventuriers. Grâce à leurs efforts combinés, ils parviennent à guérir absolument chaque aventurier après une longue nuit passée à lancer sans relâche des sorts de guérison. Mathias est épuisé, mais il est profondément soulagé que personne n'ait péri. Le médecin-chef lui demande s'il serait par le plus grand des hasards un guérisseur célèbre, mais il nie être une personne d'importance, affirmant qu'il n'aurait rien pu faire sans l'aide de chacun. Le médecin le remercie chaleureusement et Mathias l'interroge sur l'ancien seigneur et les circonstances de la nomination de son successeur. Il a entendu dire que le précédent seigneur était un dirigeant tout à fait respectable et il veut comprendre pourquoi il a été soudainement remplacé par un incapable notoire. Le médecin explique que l'ancien seigneur est décédé subitement dans son sommeil et que personne ne connaît la cause exacte de sa mort. Mathias spécule alors que des démons ont très probablement assassiné le seigneur et que l'un d'eux a usurpé sa position. Il estime que la construction d'une ville au-dessus d'un donjon aussi dangereux devait, dès le départ, faire partie du plan des démons, et il décide d'aller voir ce qu'il manigance à Skasido. Après s'être installé dans une chambre, Mathias rédige une lettre destinée au directeur pour qu'elle soit ensuite transmise au roi. Les filles lisent la lettre qui ne mentionne que leur devoir, mais ce n'est là qu'un simple leurre. Mathias utilise en réalité une boîte spéciale, dotée d'un double fond et d'autres artifices magiques, pour faire parvenir le véritable message sur tout ce qui se trame à Melkia. Il soupçonne que tout courrier expédié depuis Melkia doit être inspecté avant envoi, ce qui expliquerait pourquoi aucune nouvelle des agissements douteux n'a atteint la capitale. Alma suggère qu'il serait plus rapide de se rendre en personne à la capitale pour parler au roi, mais Mathias estime qu'il est plus crucial de voir ce qui se passe dans le donjon. Ils ont leur permis en poche et ils comptent bien aller voir le monstre qui a blessé tant de personnes aujourd'hui. Tout le monde se met au lit et tandis qu'Iris et Alma dorment à poing fermé, Mathias et Lurie sont bien trop gênés pour trouver le sommeil. Ils ne peuvent s'empêcher de penser au fait de partager la même chambre et sont bien trop nerveux pour trouver le moindre repos. Pour couronner le tout, Iris et Alma les surprennent en se mettant à parler dans leur sommeil. Le lendemain matin, Mathias est étrangement en pleine forme, mais Lurie, elle, a l'air complètement épuisée par le manque de sommeil. Après cela, le groupe pénètre dans les donjons pour une rapide reconnaissance et il se retrouve d'abord face à une gigantesque porte en fer. Mathias explique que la porte n'est solide qu'en apparence et qu'un monstre puissant pourrait facilement la briser. Iris, quant à elle, déploie sa force monstrueuse pour l'ouvrir sans effort.
Ils pénètrent dans le donjon et en reviennent avec le crâne d'un monstre que les filles et Iris ont abattu grâce à son souffle draconique surpuissant qu'ils rapportent à la guilde. La réceptionniste est complètement sidérée car il s'agit du monstre redoutable qui a blessé et tué tant d'aventuriers de la ville. Elle leur explique qu'ils n'obtiendront leur récompense qu'après vérification du Seigneur, et elle lui rédige une lettre pour signaler la mise à mort, précisant que les filles sont incroyablement fortes, tandis que le jeune homme n'est qu'un simple guérisseur qui ne met jamais les pieds dans une bagarre. Mathias jette un œil discret au rapport et la laisse volontiers transmettre cette fausse information au Seigneur. Le groupe vend le reste de leur prise pour se faire un peu d'argent et s'offrir un bon repas. Pendant ce temps, le Seigneur reçoit le rapport et commence à élaborer un plan pour s'occuper du groupe qui a vaincu le puissant monstre. Au dîner, Mathias complimente les filles pour leur force grandissante et l'amélioration de leur travail d'équipe. Quelques individus dans le restaurant les surveillent discrètement et Mathias les remarque sans peine. Même lorsque le groupe quitte l'établissement, ces hommes continuent de les suivre et Mathias en conclut qu'ils ont été envoyés par le Seigneur qui a été poussé à réagir après la défaite du monstre. Mathias modifie leur itinéraire et utilise un sort de télépathie pour informer les filles qu'elles sont suivies par les sbires du Seigneur. Elles dissimulent alors leur présence pour sonder les intentions des hommes, puis réapparaissent derrière eux, feignant d'être de pauvres aventuriers un peu perdus qui ont égaré le chemin de leur auberge. Les sbires leur indiquent le chemin sans même demander le nom de l'auberge, ce qui trahit immédiatement le fait qu'ils les espionnaient. Leur couverture étant grillée, les hommes de main capturent Nouveau Mathias en otage, menaçant de tuer leur membre le plus faible s'ils n'acceptent pas de servir le Seigneur. Et Mathias, bien sûr, joue le jeu à la perfection. Le jeu d'acteur de Mathias est si pitoyable que les sbires croient sincèrement qu'il n'est qu'un simple guérisseur et donc le membre le plus faible de leur groupe. Ils éclatent de rire et déclarent que le groupe devra désormais devenir les esclaves du Seigneur ou mourir sur le champ. Mathias intime à Iris de les vaincre tous, et ce, sans la moindre arme. Elle s'avance alors tranquillement vers eux. Les sbires, persuadés qu'elle n'a aucune chance, voient l'un d'eux l'attaquer avec sa massue métallique. Mais l'arme se brise net lorsqu'elle bloque le coup de ses mains nues. Iris met les sbires hors d'état de nuire un par un, les assommant froidement. Mathias est enfin libre et il leur jette des sorts de traque et de détection de démons pour confirmer ses soupçons concernant le Seigneur. Le lendemain matin, Mathias reçoit un message urgent du messager du roi et annonce à son groupe qu'ils devront partir immédiatement. Ils se rendent à un endroit précis dans les donjons pour rencontrer le messager et seul Mathias est capable de sentir sa présence et de le débusquer. Le messager se présente comme Ick et il avait reçu l'ordre de dissimuler sa présence jusqu'à ce que Mathias le découvre. Ick explique qu'il apporte un message du roi concernant les salmagouilles qui se déroulent dans la cité de Melkia. Il sort une lettre, lit l'ordre royal de placer le seigneur de Melkia en détention et confère à Mathias le droit de l'arrêter sous la supervision d'Ak. Mathias est reconnaissant pour cet ordre et compte bien arrêter le Seigneur dès que possible. Grâce au sort de traque, il localise précisément la position du Seigneur dans une maison discrètement nichée à la périphérie de la ville. Ick sait que la demeure du Seigneur est fortement gardée et souhaite appeler des chevaliers en renfort, mais Mathias lui assure que son équipe est amplement assez forte pour y pénétrer. Les 5 compagnons arrivent devant la maison et constatent qu'elle est étrangement silencieuse. Le portail est fermé en plein jour et aucun garde n'est visible à l'extérieur. Mathias utilise ses sorts de recherche et détecte pourtant de nombreux sbires qui les attendent tapis à l'intérieur de la demeure. Il suppose que le Seigneur a, d'une manière ou d'une autre, eu vent de leur plan pour l'appréhender et qu'il a renforcé ses défenses en conséquence. Ak estime qu'il est bien trop dangereux d'arrêter le Seigneur à présent et suggère de faire demi-tour, mais Mathias lui rétorque qu'ils vont foncer droit par l'entrée principale. Ils défoncent la porte principale et sont accueillis par les sbires qui sont persuadés qu'ils sont tombés droit dans leur piège. Ils les sous-estiment grandement car ils ne sont que 5 et leur lancent une pluie de sorts. Mais Luri les bloque tous sans difficulté grâce à son bouclier. Mathias la félicite, soulignant que sa vitesse de lancement a considérablement augmenté. Ensuite, il les foudroie tous d'un coup façon Pikachu et les met hors d'état de nuire avec un seul sort. Ick pense que le Seigneur doit se cacher au 2e étage, mais Mathias a détecté sa signature magique provenant du sous-sol. Luri fait remarquer que les plans du bâtiment ne mentionnaient absolument rien d'un sous-sol, et Mathias lui répond que cela doit être un passage secret évidemment. Il trouve sans peine l'entrée dissimulée derrière un tableau, et des escaliers menant au sous-sol apparaissent alors devant eux. Tandis que Mathias et son groupe descendent les escaliers, le Seigneur, dans sa chambre secrète, s'interroge sur le calme étrange qui règne à l'extérieur. Son assistant suggère que les sbires ont probablement déjà été vaincus, mais le Seigneur ne peut croire que quiconque ait pu les défaire si facilement. Cependant, il décide tout de même de faire preuve de prudence et prévoit d'emprunter le passage secret menant à la surface. C'est alors que Mathias fait irruption dans son bureau et lui annonce qu'il ne prendra plus ce passage secret, c'est certain. Le Seigneur ne sait pas qui il est et demande à son assistant de quel enfant il s'agit. Mais quand Mathéus lui demande s'il a envoyé des hommes pour le tuer sans connaître son visage, le Seigneur se lève, Mathéus appelle ses camarades et le Seigneur pense que c'est sa chance. Il prétend qu'un guérisseur n'aurait jamais dû s'éloigner de la protection de ses gardes costauds et il ordonne à ses brutes de l'attaquer. Les brutes se précipitent de toutes parts, mais il suffit d'un seul mouvement à Mathéus pour les vaincre tous. Le Seigneur est sidéré de voir qu'il n'est pas un guérisseur, puis Egg s'avance et lui montre l'ordre du roi de l'arrêter. Le Seigneur refuse d'accepter l'autorité d'un simple gamin qui tente de l'arrêter et déclare que des choses terribles arriveront à la ville de Melkia s'il lui arrive quoi que ce soit. Mathias l'assomme d'un simple claquement de doigts et dit à Hit d'interroger ce Seigneur idiot. Mathias lui demande de retourner immédiatement à la capitale et il compte rester pour enquêter sur d'autres choses qui le tracassent.
Il veut savoir comment le Seigneur a été alerté de son attaque surprise et trouve les restes calcinés d'une lettre dans la cheminée. Mathias la lit et découvre qu'elle mentionne l'arrestation du Seigneur et l'envoi de quelqu'un par le roi. Il analyse la lettre avec son sort et y trouve de faibles traces de magie, et il est sûr qu'un démon est impliqué. Mathias pense que les démons contrôlaient le Seigneur pour leurs basses œuvres, et Luri demande s'il cherchait des magistones. Il répond qu'il cherchait probablement la veine de dragon de la cité donjon, qui était bien plus grande que celle de la capitale. Si les démons pouvaient lancer le bon sort d'enchantement sur cette veine de dragon, ils pourraient déclencher une calamité mondiale. Tout le monde panique en entendant cela, et Ig dit qu'il va se dépêcher de retourner à la capitale, mais Luri l'arrête et dit à tous de faire attention à leur environnement. Soudain, le sol commence à trembler et Mathéus découvre que c'est un tremblement de terre causé par les démons qui tripotaient la veine de dragon. Une horde de monstres a surgi hors de la ville et Mathéus et ses amis les sentent. Ils réalisent que c'est ce que le Seigneur voulait dire en les avertissant de ne pas lui faire de mal, mais cela n'a plus aucune importance maintenant. Mathéus décide d'éloigner les démons de la veine de dragon, car il reste encore 2 heures avant que la horde de monstres n'atteigne la ville, et il compte s'occuper des démons avant cela. Ils entrent dans les donjons, accèdent à la veine de dragon et constatent qu'il n'y a aucun signe de démons. Mathias pense qu'ils sont passés à un étage plus profond et il cherche des pièges. Après cela, il demande à Iris de creuser un point faible dans le mur, et elle brise le mur et les mène à la veine de dragon. Luri détecte une énergie démoniaque autour de la veine de dragon et Mathias pense que les démons prévoyaient de la manipuler depuis longtemps et qu'à présent, ils n'y mettaient plus que la touche finale. Ils décident de diviser leurs forces en 2 pour réparer la veine de dragon tout en vainquant les démons. Mathias prévoit d'aller aux étages inférieurs pour combattre et les 3 filles doivent rester derrière et annuler tout ce que les démons ont fait à la veine de dragon. Luri panique car elle n'est pas sûre de pouvoir le faire sans son aide, mais Mathias lui fait confiance et ses amis l'encouragent aussi. Il lance un cercle magique de communication sur la veine de dragon, puis descend aux étages inférieurs. Pendant que Mathias s'occupe des monstres aux étages inférieurs, il reste constamment en contact avec Luri, qui parvient à trouver le flux de magie anormal et s'efforce de l'annuler. Mathias la prévient d'y aller doucement et sûrement, car un faux pas et elle pourrait faire exploser toute la ville. Après avoir traqué les monstres devant lui, il réalise qu'il est proche de la cachette du démon. Mathias entre dans une zone ouverte et trouve un démon utilisant la magie pour manipuler la veine de dragon. Le démon le remarque aussi malgré sa discrétion et l'interpelle. Mathias fait face au démon et détecte de légères fluctuations dans sa magie. Il en conclut qu'il utilisait de la magie de communication. Il intercepte son flux de communication et découvre que le démon était en contact avec son maître qui disait du mal de lui. Le maître soupçonne que Mathias ne travaille pas seul et qu'un de ses collègues essaie de restaurer la veine de dragon. Il ordonne à son subordonné de les tuer tous les 2 rapidement et le prévient d'être prudent en les combattant. Mathias pense que le maître démon semble être plutôt intelligent et bien informé et il a hâte de livrer un bon combat contre lui. Il lance immédiatement des enchantements sur son épée et attaque le démon, qui le bloque avec une barrière explosive. Mathias recule pour l'esquiver et le démon tente de le narguer en disant qu'il était inutile face à sa barrière explosive. Le chef démon lui dit aussi de finir le combat rapidement avant que son adversaire ne trouve un moyen de briser la barrière. Mathias est certain que la barrière explosive était un sort créé spécifiquement pour le combattre, et le démon qu'il affronte est le plus fort qu'il ait vu de sa vie. Il contacte Luri et lui dit de lancer immédiatement les cercles magiques numéros 14 et 17. Le démon nargue Mathias, affirmant qu'il a fait tous les préparatifs pour le vaincre. Mathias l'attaque, mais le démon lui lance une explosion magique avant qu'il ne puisse s'approcher. Il pense l'avoir eu, mais Mathéus l'attaque par derrière et le chef démon le prévient à temps pour contrer cette attaque. Le démon prétend qu'un seul coup de son attaque tuera n'importe quel humain et Mathéus répond qu'il ne pourra pas le toucher. Le maître démon donne constamment des instructions à ses subordonnés sur la façon de combattre un blason de l'échec et le démon suit les instructions et utilise une série d'attaques magiques à distance pour empêcher Mathias de s'approcher ou de s'échapper, mais il se défend avec une barrière. Mathias contacte à nouveau Luri et lui dit de garder les sorts qu'il lui a demandé de lancer prêts, car il pourrait en avoir besoin à tout moment. Le démon devant lui commence à s'énerver et demande à son chef ce qu'il doit faire ensuite. Le maître lui dit de passer à la 2e étape de leur plan et d'attirer Mathias dans le piège. Mathias attendait ça aussi et il se précipite vers le démon qui lui lance des explosions magiques en s'enfuyant. Mathias demande à Luri de lancer d'abord le sort numéro 14, ce qui annule les pièges que les démons lui ont tendus. Le démon panique et essaie de contacter son chef, mais Luri lance alors le sort numéro 17 et la communication est coupée aussi. Mathias nargue le démon qui est toujours assez confiant que sa barrière explosive le sauvera. Mathias l'attaque avec de la magie et la barrière dévie facilement son attaque, mais il continue de lancer des balles magiques. Le démon rit assuré de sa sécurité.
Mais alors Mathéus transperce sa barrière avec son épée, il avait trouvé la durée de rechargement entre les explosions de la barrière et profitant de cette opportunité, il l'a brisée. Le démon s'enfuit en le traitant de monstre, puis son chef rétablit le canal de communication. Le démon est anxieux et affirme que Mathéus doit vraiment être la réincarnation de Gaius, mais le chef refuse d'y croire, prétendant que s'il était vraiment Gaius, il l'aurait déjà tué. Mathéus réalise que si le chef démon le connaît de sa vie antérieure, il doit être ridiculement vieux et dangereux. Le maître ordonne au démon d'utiliser son ultime recours appelé malchance. Il se surcharge de magie et se renforce instantanément alors qu'il lance une rafale d'attaques sur Mathéus, qui les esquive toutes facilement. Il contre-attaque et met le démon à terre avant de charger son épée pour porter le coup fatal. Le démon est incapable d'esquiver la taillade aérienne et perd son bras, puis Mathéus le décapite d'un coup suivant. Il informe Luri et les autres que le démon est vaincu et ils sont ravis. La horde de monstres qui se dirigeait vers la cité donjon disparaît dès que Luri restaure la veine de dragon et Alma et Iris la défendent de tous les monstres qui arrivent. Maintenant, il ne reste plus qu'à localiser le démon qui donne les ordres et Mathias essaie de le traquer. Le démon se met soudain à lui parler et déclare qu'il ne pourra pas le suivre. Mathias réalise que le maître démon était aussi branché sur son canal de communication avec Luri et il est surpris. Il découvre que le signal venait d'une ville frontalière à quelques kilomètres d'ici, mais ce n'était qu'un leurre. Mathias admet qu'il n'a aucun moyen de savoir où le démon se cache, mais il dit qu'ils finiront par s'affronter. Le démon n'a aucune intention de le combattre et lui dit qu'il devra d'abord le trouver. Il semble être scellé dans une énorme magistone, dans un endroit sombre, et coupe brusquement le canal de communication. Mathias est vraiment impressionné par le démon et il sent que le vaincre sera un défi d'un tout autre niveau que ceux que lui et son groupe ont relevés jusqu'à présent. Quand le groupe s'assoit pour se reposer, il explique qu'ils vont maintenant chercher le chef des démons. Il cachait sa présence en utilisant un dispositif de relais et un leurre. Mais le sort de communication portait une faible trace de la magie du lanceur. Mathias a enregistré la trace dans une magistone et Alma est surprise qu'il ait pu faire ça. Il leur dit ensuite qu'il existe un ancien appareil capable de lire la magistone et de déterminer l'emplacement du lanceur à partir de sa signature magique. Luri dit qu'elle n'a jamais entendu parler d'un tel appareil et Mathias répond que c'est quelque chose des temps anciens. Luri et Alma sont choqués d'entendre cela et demandent à Mathias comment il sait qu'il l'a utilisé à l'époque et il bredouille avant de dire qu'il est tombé dessus par hasard. Mais c'est lui qui l'avait créé à l'origine. Il sort une carte et déclare que l'appareil se trouve actuellement dans l'Alliance de Radinia, de l'autre côté de la frontière du royaume. Mathias décide qu'il serait plus facile de traverser la frontière avec l'aide du roi, alors il décide de retourner à la capitale. Ils arrivent au campus de la 2e académie pour constater qu'il n'est plus en un seul morceau. Cela les déroute, mais en se promenant, ils remarquent que le campus de la 2e académie est en pleine reconstruction. Juste à ce moment-là, le directeur vient saluer Mathéus et celui-ci lui demande ce qui se passait ici. Le directeur explique qu'il reconstruisait la 2e académie de fond en comble et qu'il prévoyait d'en faire une forteresse impénétrable même pour les démons. Les cours se déroulent actuellement à la 1re académie. Les étudiants des 2 académies aident également aux travaux de construction. Après cela, ils se rendent au bureau temporaire du directeur et l'informent qu'un autre démon tirait les ficelles dans la cité donjon et qu'il a obscurci sa position. Pour le trouver, ils doivent traverser la frontière avec l'Alliance de Radnia. Mathias apprend qu'ils sont leurs alliés et demande si le roi les aidera à traverser la frontière. Le directeur dit qu'il transmettra le message à Sa Majesté et demande qu'il obtienne la coopération de la guilde de l'Alliance de Radnia pour que tout se passe bien. Le groupe propose d'aider à la construction jusqu'à ce qu'ils obtiennent le feu vert pour traverser la frontière et le directeur est ravi de les avoir à bord. Mathias examine les plans et suggère des idées pour rendre le nouveau bâtiment encore plus solide, tandis que Luri enseigne aux autres étudiants comment enchanter correctement les matériaux de construction. Iris essaie d'aider en portant des poutres d'acier, mais elle est maladroite et fait plus de dégâts qu'autre chose. Quelques jours plus tard, ils obtiennent un permis écrit et une recommandation du roi et partent pour l'Alliance de Redenia. Les filles sont très excitées car elles n'ont jamais quitté le royaume auparavant et elles veulent voir quel genre d'endroit est l'Alliance de Redenia. Grâce à la recommandation du roi, elles n'ont aucun problème à passer les postes de contrôle et elles atteignent rapidement leur destination. Bien sûr, ce n'était pas leur seul obstacle pour atteindre l'appareil. La zone où se trouve l'appareil a été désignée comme une région restreinte car la signature magique de l'appareil est si forte qu'elle pourrait provoquer une calamité si elle est manipulée sans précaution. Selon les informations du directeur, seuls les aventuriers de rang A de leur guilde sont autorisés à y accéder et Mathias décide qu'ils doivent devenir des aventuriers de rang A dès que possible. Les filles se demandent pourquoi elles doivent suivre les règles de la guilde si elles ont le permis du roi, mais Mathias veut jouer la carte de la prudence. Cependant, si atteindre le rang A prend trop de temps, il prévoit de faire en sorte qu'Iris se transforme en sa forme de dragon et hurle au-dessus de la ville, créant une panique qui leur permettra de se faufiler dans la zone restreinte.
Ils arrivent à la guilde de Redenia pour être accueillis par le chef de la branche qui les attendait suite au message du roi. Il a entendu de grandes choses sur Mathéus et son groupe et il sait aussi qu'il prévoit d'entrer dans la zone restreinte. Le chef de la branche dit que d'habitude, tous les aventuriers commencent au rang le plus bas, mais il fera une exception pour eux et leur permettra de passer directement le test de rang A. Il explique qu'ils doivent tous réussir le test de rang A, qui est un combat simulé avec un examinateur avant d'aller dans la région restreinte. À ce moment-là, Gilouis, un célèbre aventurier de rang S de Redenia, entre et dit « Je serai l'examinateur de l'examen ». Le chef de la branche dit qu'il ne peut pas être l'examinateur, et Mathéus connaît la raison de cette déclaration. Il peut sentir la signature magique écrasante de Gilouis comparable à celle d'un démon. Cependant, aussi célèbre soit-il dans son pays, Mathéus et son groupe n'ont jamais entendu parler de cet aventurier de rang S. Le chef de la branche chuchote à Mathias que Gilouis ne pense qu'à se battre tout le temps, mais il n'aime pas cette affirmation. Le chef de la branche prétend qu'il a appelé un autre examinateur. Gilouis dit qu'il s'est enfui parce qu'il ne se sentait pas bien. Il est catégorique sur le fait d'être l'examinateur et le chef de la branche a trop peur de lui pour faire quoi que ce soit. Mathias n'a aucun problème avec un changement d'examinateur, mais le chef de la branche lui dit que personne n'a jamais réussi le test de Gilouis. Il a toujours recalé la plupart des gens sans même les combattre, car il estimait qu'ils étaient trop faibles et que son temps serait gaspillé avec eux. Gilouis déclare qu'il ne combattra que les gens forts et Mathias le trouve intéressant. Ils se rendent à l'arène où il laisse passer Iris, Alma et Luri sans même les combattre, mais insiste pour avoir un duel avec Mathias. Il a beaucoup entendu parler de lui et veut affronter ce gamin devenu célèbre comme tueur de démons. Mathias réalise que c'était son plan depuis le début et il accepte le défi. Ils entrent dans l'arène et l'arbitre commence par les informer des règles du combat. Gilouis s'étire, espérant qu'aujourd'hui il pourra affronter quelqu'un de fort, et Mathias est aussi curieux des compétences d'un aventurier de rang S. Dehors, ses amis sont aussi légèrement inquiets pour lui et le chef de la branche affirme que Gilouis est un prodige du combat qui n'a jamais perdu un duel. Avant que le duel ne commence, Gilouis prétend qu'il n'utilise aucune magie pour se battre, mais Mathias peut le faire s'il le souhaite. Mathias avait l'impression que Gilouis était un épéiste mage comme lui, à en juger par sa signature magique, et il lui demande s'il se retenait en n'utilisant pas de magie. Il répond qu'il n'essaie pas de lui donner un handicap, il n'utilise juste jamais la magie. Cependant, alors que Gilouis tire son épée, il semble lancer un enchantement de renforcement sur son corps. Mathias se met en position et lui dit d'attaquer quand il est prêt. Gilouis charge sur lui à grande vitesse et Mathias augmente ses capacités physiques pour esquiver son attaque. Il réalise que Gilouis a lancé des enchantements sur son corps et son épée, mais il ne le sait pas car il les fait inconsciemment. Il continue d'attaquer Mathias et parvient même à le repousser avec ses coups puissants. Gilouis s'amuse en s'entraînant avec Mathias et il utilise d'autres sorts de renforcement inconsciemment sur son épée et son corps, alors qu'il continue d'échanger des coups. Mathias pense que c'est une capacité impressionnante car la plupart des gens ne peuvent pas lancer de sorts inconsciemment, mais Gilouis y parvenait très facilement. Les deux semblent être à égalité en termes d'escrime et tout le monde est surpris par leur intensité. Cependant, Gilouis réalise que Mathias se retient et Mathias ne réfute pas ses doutes. Il se met en colère et lui demande de montrer sa véritable capacité, alors Mathias pimente les choses en utilisant la magie. Il saute et crée un appui magique pour attaquer Gilouis, dont le pouvoir magique devient plus fort à mesure qu'il se bat. Mathias est impressionné qu'il grandisse et s'améliore en plein combat. Il suppose que Gilouis n'avait jamais eu la chance de se battre avec quelqu'un de plus fort que lui jusqu'à présent, mais maintenant qu'il a rencontré quelqu'un bien au-dessus de sa ligue, ses instincts de combat s'adaptent et deviennent plus puissants. Gilouis se précipite vers Mathias, puis saute haut dans le ciel, et Mathias pense que c'est insensé de faire ça sans utiliser de sort magique. Cependant, Gilouis utilise la même magie que lui et saute dans les airs en utilisant l'appui magique. Mathias n'arrive pas à croire qu'il ait pu le copier après l'avoir vu une seule fois, puis il bloque son attaque suivante. Gilouis pense que cette attaque est liée et qu'il a vaincu son adversaire, mais alors qu'il rit, le nuage de poussière se dissipe et Mathéus est indemne. Il complimente Gilouis pour son dernier mouvement, mais dit que ce n'était pas suffisant pour le vaincre car il manque de pratique dans son lancer de sorts. Il charge vers lui, utilise la magie d'amélioration physique pour le maîtriser et le projette contre le mur de l'arène. Mathias pointe son épée sur lui et Gilouis accepte sa défaite. Il est embarrassé car c'était la première fois qu'il perdait, mais Mathéus le félicite, disant que ses compétences sont incroyables. Gilouis demande comment il peut devenir aussi fort que Mathéus, et il lui donne le livre qu'il a écrit sur le lancer de sorts pour l'aider à s'améliorer et à maîtriser la magie de combat. Mathias croit que Gilouis a le talent de le surpasser, mais Gilouis pense qu'il se moque de lui. Mathias l'assure qu'il est sérieux et apprendre tout ce qui est dans le livre le rendra bien plus fort. Gilouis méprise la magie car il pense que tous les sorts ne peuvent être lancés qu'en récitant des incantations, laissant le lanceur vulnérable. Cependant, Mathias souligne que la magie sans mots n'a pas cette faiblesse et que Gilouis, en fait, l'utilise sans s'en rendre compte.
Il lui dit que s'il commence à lancer ses sorts consciemment, il deviendra encore plus fort. Il se met en tête d'améliorer sa magie de combat. Cependant, il a mal à la tête après avoir lu la première page et demande à Mathias s'il existe un sort qui peut le rendre instantanément plus intelligent. Plus tard, J-Louis dit à Mathias qu'il devrait viser le rang S car il est facilement l'humain le plus fort du continent, mais Mathéus décline son offre. Il affirme qu'avec le rang A, il pourra entrer dans sa destination qui se trouve dans la région de Fulkea. J-Louis devient un peu tendu en entendant ce nom et lui dit qu'en ce moment, Fulkea est un endroit étrange. L'atmosphère y a beaucoup changé récemment, avec des points de contrôle de plus en plus stricts et de nombreuses équipes d'aventuriers qui disparaissent. J-Louis dit à Mathias que s'il se retrouve en difficulté, il peut l'appeler à l'aide. Sur ce, le groupe part pour une région restreinte de Fulkea et tombe sur un point de contrôle où les gardes leur donnent des laissez-passer pour accéder à la zone. Ils les avertissent donc que les laissez-passer ne sont valables que pour la route principale et qu'ils ne doivent pas s'en écarter. Les filles pensent que le point de contrôle n'est pas aussi strict qu'elles l'avaient entendu, mais Mathias détecte un code magique inscrit dans les laissez-passer. Il décode le message sur le laissez-passer qui dit qu'ils sont une menace à éliminer immédiatement. Les filles sont choquées de lire cela et se demandent ce que ça signifie, mais Mathias dit que le contenu n'est pas le plus important pour l'instant. La technologie de codage utilisée sur le laissez-passer était la même que celle des démons. Les filles sont sidérées d'apprendre ça, mais Mathéus leur assure que les gardes étaient bien humains et que la personne en contact avec les démons doit être quelqu'un de bien plus haut placé. Le groupe soupçonne que toute la région de Fulkea est désormais sous le contrôle des démons, et c'est pourquoi les gardes voient de tout étranger suspect comme une menace. Et comme de bien entendu, un grand groupe de bandits les attend en embuscade au loin. Ils comprennent que c'est ce que Gulu voulait dire quand il parlait de groupes disparaissant dans la région de Fulkea. Iris demande la permission d'assommer tous les bandits, mais Mathias refuse et dit qu'ils vont juste les endormir, ni plus ni moins. Il ne veut pas créer de grabuge, car cela rendrait l'entrée en ville plus difficile. Il donne alors à Luri et Alma une potion soporifique pour endormir discrètement les bandits, pendant que lui et Iris les distraient. Il crée des illusions de Luri et Alma, assez convaincantes de loin, et le plan se met en marche. Mathéus crie qu'ils sont attaqués et les bandits réalisent qu'ils ont été repérés. Ils ne peuvent plus hésiter et leur tirent des flèches. Iris les dévie mais certaines la touchent quand même et elle entre dans une rage folle. Elle est sur le point de charger les bandits, mais Mathias la fait trébucher, certain que quelqu'un y laisserait sa peau si elle attaquait. Profitant de l'occasion créée par Mathias, Luri et Alma se sont faufilés derrière les bandits, activent de l'objet magique et libèrent le gaz soporifique. Les bandits s'endorment et après avoir vu le nuage de gaz, Mathias et Iris vont vérifier. Ils constatent que Luri et Alma n'ont pas pu s'éloigner du gaz à temps et elles sont elles aussi profondément endormies. Les voyant profondément endormis, Iris décide de faire une blague à Alma et lui dessine sur le visage. Mathias trouve Luri trop mignonne en dormant, mais il la réveille quand même et la prévient de bien considérer la portée des outils magiques avant de les utiliser la prochaine fois. Elle s'excuse nerveusement, puis se retourne pour voir son amie avec de fausses moustaches dessinées sur le visage. Luri se moque d'elle, tandis qu'Alma réalise que c'est Iris qui a fait ça, et elle se dispute avec elle. Après cela, il se dirige vers la ville de Fulkea qui semble remplie d'ateliers émettant constamment fumée et vapeur. Les filles ressentent une atmosphère étrange dans la ville et Luri et Mathias détectent plus de 30 signatures magiques démoniaques réparties partout. Mathias ajoute que ces signatures semblent assez faibles, mais c'est uniquement parce que les démons dissimulent leur présence, ni plus ni moins. Luri et Alma demandent à Mathias comment il peut y avoir autant de démons en ville, car il leur avait dit qu'il détestait de travailler en groupe. Il explique que Fulkea est probablement envahi par des demi-démons, une classe spéciale qui ne peut pas utiliser de sorts particuliers, mais qui travaille en équipe. Il pense que si ce sont les demi-démons qui contrôlent la ville, la situation est bien plus problématique que prévu. La sécurité est également très stricte, mais puisqu'ils ont déjà confirmé que des demi-démons infestent la ville, ils ne voient aucune raison de passer par l'entrée principale. Il dit à ses amis qu'il a trouvé quelque chose d'intéressant et les emmène vers un passage caché qu'il révèle en dissipant la magie qui le dissimulait. Il pense que c'était un passage exclusivement utilisé par les démons et qu'il les mènera directement au cœur de la ville. Ils entrent dans le passage secret pour infiltrer la ville, mais d'abord, ils doivent traverser les égouts malodorants. L'égout est plutôt sombre, et alors qu'ils avancent, Mathias leur dit de s'arrêter car sa magie de détection capte quelque chose. Un démon attend juste au coin et le groupe se demande comment le gérer. Mathias dit qu'ils passeront sans difficulté et il utilise un sort qui lui permet de traverser les murs. Mathias atteint l'autre côté, sort ses mains du mur juste derrière le demi-démon et utilise un sort qui le plonge dans une stupeur profonde. Il appelle ses amis, car c'est sûr maintenant, et dit que cet homme était le seul guetteur. Il a utilisé un sort de la faction de l'hébétude pour émousser ses sens à l'extrême pendant un moment, et ils peuvent partir sans être vus. Iris veut aussi lui dessiner sur le visage, mais Mathias l'en empêche. Ils atteignent la ville et se faufilent pour éviter d'être repérés. L'atmosphère à l'intérieur est encore pire que ce qu'elle semble de l'extérieur, et Alma remarque que même Melchior passerait pour un endroit agréable en comparaison.
Tous les habitants ressemblent à des zombies, errant sans but avec un regard vide comme s'ils étaient en transe. Ils ne remarquent même pas le groupe de Mathéus en plein milieu de la route. Mathias remarque que leurs signatures magiques sont aussi étranges. Alors il arrête un homme et découvre qu'un sort a été jeté sur lui. Il réalise que c'était un sort appelé paralysie de la pensée, un sort de la faction de l'hébétude, comme celui qu'il a lancé sur le guetteur. Ses amis sont certains que c'est l'œuvre des démons. Ils trouvent une longue file devant une usine où un démon jette un sort de paralysie de la pensée sur les habitants pour les soumettre à travailler sans réfléchir dans l'usine. Mathias et ses amis rejoignent la file aussi et ils jettent un contresort sur tout le monde pour qu'ils puissent tout faire semblant d'être sous l'effet de la paralysie de la pensée et entrer dans l'usine pour enquêter. Il rappelle à Iris d'agir comme si elle était dans la lune et elle prend son conseil à cœur et trébuche en marchant. Un des démons accourt vers elle et il pense qu'elle souffre d'une overdose de paralysie de la pensée. Il se plaint que surdoser les humains diminue leur efficacité, mais les autorise ensuite à passer devant. Ce qu'ils trouvent à l'intérieur est pour le moins inquiétant. Les humains travaillent dans une grande usine de raffinage et la technologie qu'ils utilisent est plus avancée que dans la plupart des endroits. Alma se demande quel minerai il raffine et Mathias lui dit que c'est du minerai magique de Rancin, un type de minéral explosif. Une tonne d'explosifs purs de Rancin peut anéantir un royaume entier, mais Mathias affirme qu'obtenir autant de cristal pur prendrait des décennies. Bien sûr, l'usine est toujours trop dangereuse et ils ne peuvent pas laisser ça continuer, alors ils élaborent une stratégie pour la démanteler. Ils marquent d'abord l'emplacement des 30 demi-démons sur la carte et soulignent qu'ils sont principalement rassemblés au centre-ville. Il affirme qu'il sera difficile de les isoler pour les vaincre, car ils préfèrent rester proches pour maintenir leur conscience partagée, ce qui leur permet de communiquer et d'avoir un travail d'équipe impeccable. Alma et Luri disent Guatani que si un demi-démon est tué, les autres seront alertés et qu'ils devront peut-être tous les tuer d'un coup, mais Mathias dit que ce n'est pas possible. Au lieu de cela, il prévoit de tirer parti de leur conscience partagée et de leur travail d'équipe en les retournant contre eux. Mathias démasque d'abord l'énorme signature magique d'Iris, alertant les démons et forçant plusieurs d'entre eux à venir enquêter sur la menace. Leur chef leur dit d'encercler la zone où la signature a été observée, mais aucun d'eux ne trouve quoi que ce soit qui aurait pu émettre cette lecture. Le chef leur ordonne de continuer à se rapprocher de l'endroit et appelle le reste des demi-démons. Les démons trouvent finalement Iris seule et alors qu'ils l'approchent, l'un d'eux est tué par Mathias. Quand son partenaire se retourne, il le rejoint aussi dans la mort. Les démons remarquent que 2 d'entre eux ont été tués et ils réalisent qu'ils ont été découverts. Ils continuent de se précipiter vers l'endroit pour affronter les intrus, mais ils sont abattus par des explosions causées par Mathias, Alma et Luri. Alors que les démons complètement perdus meurent, leur chef se demande ce qui se passe tout à coup. Quelques minutes plus tôt, Mathias avait expliqué son plan aux filles. D'abord, il commencerait par démasquer d'un coup la signature magique massive d'Iris, ce qui mettrait tous les demi-démons en alerte. Ils essaieraient de l'encercler, et Alma et Luri resteraient en embuscade près d'Iris pour les vaincre discrètement. Iris n'aimait pas le rôle d'appât, mais Mathias la flatta, disant que seule elle pouvait gérer un tel rôle, avec brio qui plus est. Pour l'instant, tout se déroule comme prévu et Mathias réduit leurs effectifs un par un tandis qu'Iris attire l'attention des demi-démons. Elle court et les nargue et alors qu'ils tentent de l'attaquer, leurs armes s'effritent. Elle a l'occasion de se joindre au combat et abat un des démons et son partenaire décide de fuir pour sauver sa peau, mais Mathias sort du sol et la tire. Mathias dit à Iris de continuer à courir car il veut faire croire aux demi-démons qu'elle tuait leurs membres à elle seule. La vérité, c'est qu'il prévenait Luri et Alma à l'avance du chemin que prenaient les démons et elle leur lançait des bombes. Les bombes n'étaient pas assez puissantes pour abattre les démons, mais elles offrirent la couverture parfaite à Mathéus pour finir le travail. Le nombre de demi-démons morts ne cesse de s'accumuler. Mathéus sait que puisqu'ils sont toujours en contact grâce à leur conscience partagée, il est facile de propager de la désinformation parmi eux. Il est certain qu'à l'heure actuelle, il pense que la ville a été piégée avec toutes sortes de pièges mortels. Mathias a deviné juste car les démons arrêtent de bouger et concentrent leur sens pour tenter de trouver les pièges. Mathias ordonne à Luri et Alma de cacher leur présence et il les aide aussi à atténuer suffisamment leur signature magique pour qu'elles ressemblent à de simples citoyens. Grâce à cela, les démons ne peuvent détecter aucun piège ni intrus et ils se remettent en mouvement. Mathias et son équipe saisissent cette chance et en tuent encore plus et le chef des demi-démons réalise enfin qu'ils ne sont pas face à un ennemi ordinaire. Il se rend sur le site de la bataille, mais il est trop tard et l'équipe de Mathias a déjà traqué et éliminé plus de 20 démons. Le chef des démons atteint un éclaireur tombé au combat et il capte 2 signatures magiques de son corps. De plus, il découvre qu'il a été tué par une lame et non par les bombes. Il transmet ce message aux autres et leur dit que leurs ennemis se cachent et les chassent.
Les démons changent de stratégie et Mathias remarque le changement dans leur schéma de mouvement. Il dit à ses amis de rester exactement où ils sont, tandis qu'ils se précipitent pour combattre le reste des demi-démons qui se rassemblaient. Leur chef leur dit qu'ils ne peuvent plus se permettre d'aller seuls sur le champ de bataille. Ils pensent que puisque leur ennemi comptait sur des ruses bon marché, comme diviser pour mieux régner, ils ne doivent pas être confiants pour les affronter de front. Ils décident qu'ils les battront avec toute leur force et utiliseront les cristaux magiques de Rankin pour les faire exploser. Les démons éclaireurs ne sont pas sûrs de cette idée, mais leur chef est désespéré de vaincre les intrus, même si cela signifie faire sauter la moitié de la ville pour ça. Il affirme que les humains sont jetables et qu'ils pourront en avoir autant qu'ils veulent plus tard. Un des démons se porte volontaire pour apporter les rames explosives, mais quelqu'un le tranche par derrière. Le chef des démons sourit, pensant que l'ennemi qui les harcelait a enfin montré son visage. Cependant, ce n'était pas Mathius qu'il voyait, mais Gilles-Louis. Il se moque de la décision du chef démon de faire sauter la ville et affirme que sa décision de venir à Fulchio était la bonne. Mathias remarque aussi sa signature magique et réalise que Gilles-Louis a déjà commencé à combattre les démons. Le chef des demi-démons tire ses épées et l'attaque, le repoussant. Il est déterminé à se venger de ses camarades morts, mais Gilles-Louis dit qu'ils n'obtiendront rien. Les démons l'encerclent de tous côtés et Mathias est là pour le voir les affronter. Il décide d'aider son ami et abat 2 des démons par derrière. Le reste des démons l'attaquent, mais avant qu'ils ne puissent les combattre, il sent quelque chose arriver vers eux et esquive. Une lance atterrit juste devant lui et Mathias découvre qu'Iris était là. L'impact de la lance déséquilibre tous les démons et Mathias en fait rapidement son affaire avant de retourner vers Iris qui prétend qu'elle s'ennuyait trop à jouer les appâts et a décidé de se joindre au combat. Elle rit, disant qu'elle a lancé sa lance droit sur Mathias, persuadée qu'il l'esquiverait. Pendant ce temps, Gilles-Louis affronte le chef des demi-démons et ils sont de force égale. Cependant, ses attaques ne peuvent percer la défense coriace du démon qui parvient à le blesser. Mathias demande à Gilles-Louis s'il a besoin d'aide, mais celui-ci lui dit de rester en dehors de son combat. Le démon et Gilles-Louis se couvrent tous deux de magie de renforcement et recommencent à se battre. Alma et Luri arrivent aussi et constatent qu'ils sont de force égale. Mathias dit que Gilles-Louis est devenu plus fort en lisant son livre et qu'il pourrait bien vaincre un démon par lui-même. Il est repoussé, mais il parvient finalement à blesser le chef des démons en utilisant le sort d'acier fendeur à recul qui lui coûte énormément d'énergie. Le démon furieux l'attaque et le force à genoux, mais Gilles-Louis ne veut toujours pas que Mathias l'aide. Il se relève et utilise 2 sorts d'acier fendeur à recul en même temps et tranche le démon, et Mathias réalise que Gilles-Louis doit être à sa limite maintenant. Le démon est impressionné par sa force et sa ténacité et déclare qu'il utilisera son sort ultime pour l'achever, mais Gilles-Louis prévoit aussi de faire de même. Ils se chargent mutuellement et Gilles-Louis est celui qui reste debout. Il pousse un rugissement de victoire mais s'effondre ensuite à cause de la perte de sang. Mathias le complimente disant qu'il a gagné d'un cheveu et Luri s'agenouille pour lui lancer un sort de guérison tandis que les habitants se rassemblent autour d'eux. Cependant, les yeux du chef demi-démon brillent soudainement en rouge et il se relève et charge Mathias. Mathias bloque son attaque et dit qu'il aurait dû être mort mais sa signature magique était plus forte que jamais. La même voix qu'il avait entendu commander le démon dans le donjon de Melkia parle par la bouche du demi-démon. La voix menace de s'en prendre à Mathias une fois qu'elle aura détruit le sceau et sera complètement ressuscitée. Après cela, le corps du demi-démon se désintègre. Mathias réalise que le maître démon utilisait un puissant sort pour réanimer le demi-démon, mais son corps n'était pas assez fort pour supporter ce sort longtemps. Il se demande qui est le puissant démon qui tire les ficelles derrière tout ça, mais Gilles-Louis attire alors son attention et lui demande de le soigner rapidement. Les gens qui étaient sous le sort de paralysie de la pensée reprennent conscience et sont très confus. Mathias pense qu'il sera difficile de contrôler cette situation, mais Gilles-Louis est maintenant guéri et il décide de s'en occuper. En tant qu'aventurier de haut rang, Gilles-Louis prend le contrôle temporaire d'urgence de Fulcia jusqu'à ce que la situation redevienne normale. Il demande s'il y a une personne d'autorité ici et le contremaître de l'usine s'avance. Gilles-Louis le nomme seigneur provisoire de Fulcia et Mathias et ses amis sont secoués par sa façon de gérer les choses. Après cela, le groupe se sépare de Gilles-Louis, Mathias ayant hâte de voir à quel point il aura gagné en force lors de leur prochaine rencontre. Ils quittent la zone restreinte et atteignent enfin la zone de l'appareil. Les filles sont stupéfaites de voir les vestiges de l'ancienne super-civilisation magique et Mathias réprime son envie de se vanter d'en être le créateur. En s'approchant, Mathias manque de laisser échapper qu'il était celui qui avait fabriqué l'appareil et les ruines il y a des milliers d'années sous le nom de Joss. L'appareil se trouve sous une structure pyramidale qui ne peut être ouverte qu'en l'enchantant avec un sort particulier. Mathias la déverrouille, ce qui fait s'élever la pyramide et révèle un passage souterrain qu'ils doivent emprunter. Les filles disent qu'il n'y a pas de chemin à prendre, mais Mathias leur dit qu'elles doivent sauter au fond. Ils sautent le premier, suivi par les 3 filles, et à l'intérieur, ils voient l'ancien appareil toujours conservé dans un état impeccable.
Pendant que Mathias le prépare à l'activation, il demande aux autres de chercher des artefacts précieux dans la ruine, mais il est mortifié de voir que Luri a trouvé l'arme ringarde qu'il avait fabriquée juste pour s'amuser. Alma trouve une lance très lourde, l'un des prototypes ratés et dangereuse pour l'utilisateur. Iris a aussi trouvé une caisse de nourriture conservée des temps anciens, et il se demande si la magie de conservation jetée dessus pourrait la garder comestible même après des milliers d'années. Dès qu'Iris ouvre une boîte, une odeur horrible emplit la pièce, et il obtient sa réponse sans appel. Bientôt, l'appareil est prêt et Mathéus l'utilise pour analyser une partie de la raffinerie de Fulcia, car cela pourrait les mener à la personne qui a donné la technologie de raffinage avancée au demi-démon. Le bâtiment commence à trembler pendant que l'appareil fonctionne et Mathéus assure à ses amis que c'est tout à fait normal. L'analyse est bientôt terminée et la liste de toutes les personnes qui sont entrées en contact avec la pièce mécanique s'affiche. Mathias confirme ses doutes. Le démon, cerveau de l'incident du donjon de Melchia, était aussi derrière Fokia et il prévoyait probablement de détruire l'humanité. Après cela, il place le Magistum avec la trace du démon sur l'appareil pour trouver sa position. Il fait fonctionner l'appareil à pleine puissance et il trouve des indices sur le démon, mais les écrans deviennent rouges, indiquant que le sceau sur le démon est sur le point d'être levé très bientôt. Alma et Luri pensent que Mathias est assez fort pour rétablir le sceau, mais il n'en est pas certain. Il révèle que le démon derrière tout cela est Zardius, un démon si puissant que même les mages du temps de Gaius n'ont pas pu l'éliminer et il a dû être scellé magiquement. Mathias pense que même s'ils utilisaient la magie d'immortalité sur eux-mêmes et s'entraînaient pendant des milliers d'années, ils pourraient à peine vaincre Zargas. Mais d'ici là, l'humanité serait déjà éteinte. Iris dit que ce serait génial s'ils trouvaient cette arme super puissante pour combattre le démon et Mathéus a une idée de génie. Il fait analyser par l'appareil la signature magique d'une des armes ringardes pour localiser une autre épée puissante fabriquée par Gaius. Heureusement, l'épée prend la poussière dans le trésor de la capitale et avec ça, Mathéus voit l'espoir de vaincre Xardius qui s'est enfin libéré de son sceau. Mathéus et ses amis filent vers la capitale sur la forme draconique d'Iris et ils donnent à Alma et Luri une pierre magique qui réagira à l'épée magique. En chemin, ils ressentent tous une signature magique massive indiquant que Xardius a complètement brisé le sceau et les suit. Mathias déclare que c'est une course contre la montre et si le démon les trouve avant qu'ils n'obtiennent l'épée magique, l'humanité est condamnée. Il ordonne à Luri et Alma de chercher l'épée magique dans le trésor royal pendant qu'ils tentent de retenir Xardius. Mathias et les filles se souhaitent bonne chance alors qu'elles tombent en chute libre vers le trésor royal. Ce n'est qu'en plein vol qu'elles réalisent qu'elles doivent traverser la barrière qui couvre la capitale, mais elles ne connaissent aucun sort pour le faire. Heureusement, Mathias avait enchanté le Magistone qu'il leur avait donné plus tôt, leur permettant de passer sans encombre. Pendant ce temps, Mathias attend Zardius avec Iris. Il anticipe que Zardius voyage à travers une dimension accessible uniquement aux démons et qu'il arrivera bientôt ici avec son armée. D'ici là, il doit lui préparer un comité d'accueil explosif. Il enchante son épée et attend que le ciel devienne rouge. Pendant ce temps, Luri et Alma courent vers le palais, prévoyant de forcer l'entrée du trésor, puis de s'excuser auprès du roi plus tard. Cependant, elles remarquent la signature magique intense de Zardius alors qu'il arrive au-dessus de la capitale par un portail déchirant l'espace. Mathias attaque le portail avec son épée enchantée pour le sceller, mais c'est inutile et Zardius en sort quand même. Tout le monde observe le ciel avec impatience, où Mathias demande à Iris de déchaîner une explosion gigantesque avec son souffle du dragon, puis de battre en retraite. Elle lance un puissant souffle du dragon, mais ça ne fait pas la moindre égratignure à Xardius, même après l'avoir touché de plein fouet. Mathias ne s'attendait pas à ce que le souffle du dragon fasse beaucoup de dégâts contre Xardius, mais il n'aurait jamais cru que ce serait totalement vain non plus. Le démon tire son épée d'une dimension alternative et déclare que ce combat sera le dernier rempart de l'humanité contre lui. Mathias l'attaque mais Xardius envoie des entailles aériennes vers Iris et il est contraint d'utiliser des barrières multicouches pour la protéger, mais l'attaque les traverse toutes sans effort. Profitant de sa distraction, Xardius l'attaque et Mathias bloque à peine son coup. Il réalise que le démon n'est pas seulement puissant, mais aussi plus rapide et plus habile que n'importe quel démon qu'il ait jamais affronté. Cependant, il fait confiance à ses amis qui viennent d'atteindre le trésor. Le garde ne leur permet pas d'entrer sans la permission du roi, alors il décide de faux Bellicini de forcer la porte, mais le roi arrive à ce moment précis. Après avoir entendu parler du démon Xardius et comment Mathias avait besoin de l'épée magique pour le vaincre, il ordonne d'ouvrir la porte. De retour dans le ciel au-dessus de la capitale, Mathéus est submergé par les attaques rapides de Xardius. Il pense qu'il avait esquivé toutes les attaques du démon, mais une attaque l'effleure et il commence à tomber. Iris vient le soutenir. Mathias sait que s'il est touché par une autre attaque, il mourra à coup sûr. Et plus Luri et Alma tardent à apporter l'épée, plus ses chances de gagner diminuent. Xardius dit qu'il est déçu par Mathias, salué comme le plus fort de cette ère,
Il se prépare à l'achever et Mathéus pense qu'il doit miser sa vie pour protéger l'humanité. Zardius utilise une puissante explosion magique qui se divise dans le ciel et menace de détruire la ville, mais Mathéus l'arrête avec une barrière. Pendant qu'il fait cela, Zardius se faufile derrière lui, affirmant qu'il sait qu'il se prépare à le combattre à l'intérieur de la barrière, mais ce sera inutile. Mathias l'attaque et Zardius dit que tant que la barrière couvre la mer, ses subordonnés ne pourront pas y entrer. Cependant, il révèle qu'il a utilisé son pouvoir pour ressusciter les démons qu'ils avaient tués dans la capitale il y a longtemps, et Mathias réalise que la ville n'est pas en sécurité. En ville, Luri et Alma ont trouvé l'épée magique que Mathias veut, et elles se précipitent pour la lui apporter. Elle court vers Mathéus pour lui donner l'épée, mais elle rencontre le plus faible des deux démons qu'elles avaient vaincus plus tôt dans la capitale. Le démon les attaque, mais leurs compétences se sont multipliées depuis qu'elles ont quitté la capitale, et elles terrassent le démon sans difficulté. Cependant, le démon le plus fort entre en scène après cela et leur dit de lui remettre l'épée. Il les menace en faisant apparaître les deux camarades de la deuxième académie qu'il retient en otage pour faire chanter les filles. Les filles se soumettent et baissent leurs armes. Pendant ce temps, Zardius tient Mathias en haleine en attaquant la barrière et quand il va la défendre, il détourne l'attaque vers Iris. Mathias la défend mais cela permet à Zardius de le frapper. Il est en train de se faire battre et le démon lui dit d'abandonner ses faibles inutiles et de lui montrer sa vraie force en tant qu'humain le plus puissant. Cependant, Mathias a presque épuisé son énergie magique et il contemple s'il doit utiliser le reste de son pouvoir pour se réincarner à la prochaine ère quand le pouvoir de Zardius aura faibli au moins un peu. La civilisation actuelle périrait, mais ce serait le moyen le plus intelligent de gérer un ennemi comme Zardius. Cependant, il ne peut supporter l'idée de laisser ses amis périr avec la civilisation actuelle. Avec une détermination nouvelle, Mathias utilise son énergie vitale pour augmenter son pouvoir magique afin de tenir jusqu'à ce qu'il obtienne l'épée. Au même moment, le démon en bas est sur le point de prendre l'épée à Alma et Luri quand le directeur et un groupe d'étudiants de la deuxième académie viennent à leur rescousse. Le démon est distrait un instant et dans ce court laps de temps, ils lui prennent l'épée et libèrent les otages. Puis, ils combinent à nouveau leurs attaques pour le blesser. Le reste des étudiants utilise sa magie pour retenir le démon et le directeur dit aux filles d'aller accomplir leur mission. Mathias a du mal à placer ses attaques sur Zardius, même après avoir utilisé son énergie vitale. Il dit à Iris de le transporter jusqu'à Zardius et lui ordonne d'utiliser le souffle du dragon, mais elle perd ses pouvoirs en plein vol et tombe au sol tandis que Mathias se téléporte pour prendre Zardius par surprise mais échoue. Les filles les atteignent et lancent enfin l'épée à Mathias. Cependant, dès qu'il tourne le dos pour la saisir, Zardius le poignarde en plein cœur, le tuant. Tout le monde est dévasté alors que Mathias s'effondre. Mais alors l'épée se met à briller et une lumière éclatante l'emporte vers le haut. La lumière se disperse et Mathias apparaît devant Zardius, le remerciant de l'avoir aidé à remplir la condition d'activation de l'épée, la mort de son porteur. Une fois activée, l'épée ranime son porteur et l'infuse d'une énergie magique colossale. Mathéus rayonne d'énergie et commence à combattre Zardius et cette fois, il a le dessus. Il croit que l'épée magique était le summum de sa création dans sa vie antérieure. Cependant, son pouvoir est si intense qu'il peut à peine le contrôler. Il sait que s'il ne peut pas contrôler ses pouvoirs, il pourrait accidentellement détruire la capitale, alors il décide de terminer la bataille rapidement. Zardius dit à Mathias que même avec autant de pouvoir, son corps physique ne pourra pas combattre longtemps, mais il répond qu'il peut simplement réanimer son corps avec de la magie pour continuer à se battre. Zardius est frustré et exige de connaître la véritable identité de Mathias et comment il est plus fort que lui. Mathias déclare qu'il est le sage le plus fort du blason le plus faible et porte un coup fatal à Zardius, le réduisant en cendres. Cependant, avant de mourir, Zardius avertit Mathias qu'il n'est pas le seul démon du chaos dans le monde. D'autres démons viendront après cela et l'un d'eux détruira sûrement l'humanité. Sur ce, il se dissipe et le ciel redevient normal. Mathias redescend et il est accueilli par ses amis. Luri est folle de joie de le voir en vie. Elle lui saute dessus et ils ont un moment romantique avant que sa blessure ne s'ouvre et qu'il ne commence à saigner abondamment. Il se pense en se relevant puis décide de libérer toute la magie accumulée stockée dans l'épée magique car elle ne pouvait être utilisée qu'une seule fois. Il brandit l'épée mais l'énergie restante est assez puissante pour creuser un trou dans la montagne voisine. Finalement, la crise apocalyptique est terminée et la paix revient pour les humains du monde entier. Ayant complètement épuisé son énergie magique, Mathias retourne à la deuxième académie en tant qu'étudiant jusqu'à ce que son énergie soit reconstituée. Alors qu'il se prépare, il entend Luri et Alma parler dehors, tandis qu'elles débattent si elles doivent tout le déranger ou non. Iris les rejoint aussi et avant qu'elle ne puisse défoncer sa porte, il l'ouvre, faisant tomber les filles à la renverse. Après cela, le roi les félicite d'avoir sauvé toute l'humanité et les récompense généreusement avec tout ce qu'elles désirent pour leurs actes miraculeux. Il permet à Mathias et à ses amis de visiter à nouveau le trésor royal afin qu'ils puissent choisir tout ce qu'ils veulent. Cependant, la seule chose utile que Mathias y trouve est une flèche en adamantite qu'il a fabriquée dans sa vie passée.
Il se souvient qu'il avait fabriqué un arc puissant pour l'accompagner et prévoit de le donner à Alma, mais apprend qu'il était très rouillé et le palais décide de le vendre comme ferraille bon marché. Ils se rendent à la ferraillerie espérant qu'il est toujours là, mais la boutique a déjà fondu l'arc en une queue de billard métallique car ils n'avaient comme pas pu l'identifier. Mathéus est déçu que leur civilisation ne connaisse pas la valeur de l'adamantite, mais il décide d'acheter tous les blocs de métal espérant en extraire de l'adamantite pure. Après cela, il trouve un huile d'iris et un cristal d'améthyste et il décide de les acheter. Luri le remarque et veut que Mathias lui achète quelque chose aussi. Elle ne peut pas le dire, mais Alma parle pour elle et Mathias rougit en regardant Luri. Suivant son conseil, il achète un cristal magique, prévoyant d'en faire quelque chose pour Luri plus tard. Il l'appelle pour la rencontrer la nuit et rougit en lui présentant son cadeau. Mathias lui demande de fermer les yeux un instant et elle pense qu'il va l'embrasser, mais il lui met juste un médaillon qu'il a créé autour du cou. Luri est folle de joie de recevoir le cadeau. Après cela, Mathias part pour sa prochaine aventure avec son groupe. Il a entendu parler de démons contrôlant l'empire voisin et c'est à lui de déjouer leur plan à nouveau. Mathias se souvient de ce que Zardius lui a dit sur d'autres démons du chaos présents dans le monde et il prévoit de passer son temps à améliorer son blason de combat rapproché avec ses amis incroyables. Il est sûr qu'ils vivront de nombreuses aventures et vaincront tous les démons menaçant les humains et ce faisant, il deviendra le sage le plus fort de cette ère. Regardez cette vidéo à l'écran ensuite, à la prochaine.